Allô? Ouais, c'est moi. Écoute, on a un très gros problème. Ça, pour sûr qu'on a un problème. Euh, comment ça? Tu peux m'expliquer comment on peut avoir du réseau dans un monde post-apo? Et en plus au fond d'une grotte? Bonjour la vraisemblance. Non mais on n'a pas le temps pour ça. Écoute-moi bien. Je viens de faire une recherche sur internet. Ah, parce qu'il y a internet aussi. Bon, écoute, sombre connard. Le jour où on se mettra vraiment à bosser la crédibilité de notre fil rouge, c'est pas pour cette vidéo. Donc tu fermes ta boîte à camembert et tu m'écoutes. Je viens de faire une recherche internet et je me suis rendu compte que ta carte n'était plus à jour. Mais attends, ça veut dire qu'il faut que je la recharge comme un GPS? Y a même pas de port USB? Non mais pour faire simple, t'as plus de carte. Je vois pas comment t'aider pour retrouver les autres véhicules. Te fais pas de bile pour ça, mon grand. A man, she's anything but calm. A regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, loaded with power. Radioactive as a TV tower. A nuclear collision in her soul. Mike, ça roule les affaires? Salut ma poule. Bah comme tu peux le voir, y a pas grand monde de vivants, hein. Ils s'entretuent tous ces connards. J'en sais quelque chose. T'es toujours vivant à ce que je vois. Allons droit au but. Qu'est-ce qui t'amène? Deux choses. J'aurais besoin déjà d'un petit nettoyage. Et de tes conseils en matière de logistique. Si tu consommes pas, j'accepte que les capsules étoilées. Dis-moi en plus. Je suis à la recherche d'une collection de films post-apo, des bobines de pellicule. Les bobines sont cachées un peu partout à travers le monde et à des endroits improbables. Du coup, j'aurais voulu savoir si t'aurais pas, parmi tes contacts, des cinéphiles qui auraient à leur disposition des tuyaux ou des cartes pour retrouver ces bobines. Un peu brutal comme changement de lumière. Et comme changement de décor. Qu'est-ce que tu connais aux pellicules de l'Apocalypse? J'ai rencontré un mec, une fiotte. Il m'a parlé de la prophétie et on s'est associés pour retrouver les pellicules. Et ce mec est en sécurité? Oui, ne t'inquiète pas pour ça. Et il a déjà analysé 5 pellicules. Donc tu cherches les pellicules. Et tu as une carte? La mienne n'était plus à jour. Ce que tu ignores, c'est que la prophétie mettra ton poulain en face de la vérité pure. De la véritable raison de notre extinction. Mais est-ce que tu lui fais confiance? Il est chiant, mais il a bon cœur. J'ai confiance en lui. Longtemps j'hésitais à me lancer dans cette quête, mais je ne suis pas fan des films post-apocalyptiques. Du coup, j'ai gardé en réserve ce bébé, en attendant qu'une personne déterminée à sauver le monde vienne frapper à ma porte. Mais si je savais que ça allait être toi... Nos derniers jours, des frères pasteurs, ainsi qu'une carte pour trouver les autres pellicules. Mais comment? Facilité scénaristique, et puis cette intro dure depuis trop longtemps. Bon, mon ami, je te souhaite bonne chance pour retrouver les autres pellicules. Et que Dieu te garde.
Hop hop hop. Donne-moi ce que tu me dois. Sale enfoiré. Merci l'ami. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans l'argent des abonnés? Nos derniers jours est un film post-apocalyptique espagnol sorti en 2013 et réalisé par le duo des frères Pastor. Au début de leur carrière respective, chacun d'entre eux avait réalisé moult courts-métrages d'une qualité non négligeable. Mais c'est en 2009 qu'ils signeront leur première collaboration avec le long-métrage Infecté, qui présentait déjà leur orientation post-apo. Le film en lui-même est assez contradictoire. Et c'est dommage, car on peut légitimement se poser la question, pourquoi est-ce Nos Derniers Jours plutôt qu'Infecté qui est présent sur la pellicule? Parce que j'ai choisi? Infecté est un road trip apocalyptique zombiesque qui est rapidement passé aux oubliettes. Pourtant, le film réussissait la prouesse de prendre le spectateur à contre-courant, à l'aide d'une mise en scène calme qui place les relations entre les protagonistes au centre de l'intrigue, au détriment de l'horreur et des scènes d'action qui sont donc quasiment inexistantes pendant tout le film. Dès ce premier long métrage, les frères Pastor instaurent leur style. Beaucoup de plans larges et parfois des plans d'ensemble, traduisant souvent une impression de huis clos afin d'illustrer l'un des sentiments les plus éprouvés par les personnages de leur filmographie. La solitude. Bon, le film n'est pas exempt de défauts, loin de là. Les fans de cinéma post-apo déploreront souvent le comportement illogique des protagonistes en situation de survie, voire même parfois suicidaire. Hey, c'est des jeunes survivants, faut bien qu'ils apprennent un jour ou l'autre. Des dialogues qui sont parfois écrits avec le tu, et des protagonistes dont les archétypes en deviennent très vite agaçants, entre le badass antipathique, la pouffe, la victime de petit frère, et la fille qui... sert à rien. Mais ils arrivent quand même à en devenir attachants. Respect. C'est donc 4 ans plus tard que sort Nos Derniers Jours des frères Pastor et scénarisé par le père Castor. Si tu refais cette blague, je t'éclate ta gueule. La action se passe à Barcelone, car la ville, et même l'intégralité de la planète d'ailleurs, est touchée par une étrange épidémie. La population se retrouve frappée par une sévère forme d'agoraphobie, qui provoque un chaos général dans toute la ville. Ago quoi? L'agoraphobie, ou la peur de sortir de chez soi, la peur d'avoir des attaques de panique dans des endroits où les gens risquent de ne pas bénéficier rapidement d'une aide adéquate. Merci Laurence. Dans le film, le simple fait de sortir dehors provoque ainsi vertige, perte de connaissance, convulsions et crise cardiaque dans le pire des cas, amenant ainsi la mort. C'est dans ce superbe contexte à ciel ouvert qu'on nous présente le personnage de Marc, un employé cloîtré dans son lieu de travail qui décide de s'associer avec son DRH en la personne d'Enrique. Leurs objectifs sont simples. L'un doit rentrer chez lui afin de retrouver sa dulcinée qui attend un enfant, et l'autre doit aller retrouver son père à l'hôpital. Munis d'un GPS et d'une lampe torche, nous suivons donc ce duo dans 2 temporalités. La première, c'est le présent. Dans leur quête, les personnages font face à un chaos généré par cette épidémie, incluant donc délinquance, meurtre, guerre de clans, et la perpétuelle méfiance de l'inconnu. Toutes ces épreuves consolident l'entente dans le duo, pour le meilleur comme pour le pire. En passant systématiquement par les souterrains, ils sont amenés à visiter de nombreux endroits abandonnés, qui satisferont sans nul doute votre appétit de décor post-apo. Ces séquences du présent sont donc alternées avec des séquences de flashback qui sont, vous l'aurez deviné, la deuxième temporalité. On nous dépeint ainsi le tableau du personnage torturé de Marc, fou amoureux de sa femme Julia, mais inquiet par l'idée d'avoir un enfant, ou tout du moins par sa capacité à pouvoir protéger ce dernier. Bousculé au travail par son DRH, et témoin des premiers signes de l'épidémie, ces détails distillés au compte-gouttes font ainsi la jonction avec le début du film. Alors, est-ce un bon film post-apo? C'est plus qu'un film post-apo. Déjà, les frères Pastor ont réussi à améliorer tout ce qui pêchait dans leur premier long métrage. Les dialogues sont nettement plus crédibles, les personnages sont mieux écrits, les situations de survie sont plus réalistes, enfin... Tout dépend du point de vue. La vraie force du film, c'est son scénario. L'histoire de Nos Derniers Jours leur est venue pendant la phase de montage de leur premier long métrage. Du haut d'un building à Manhattan, les 2 frangins pouvaient observer les différentes pièces des immeubles s'éclairer pendant la nuit. Pour reprendre leurs termes, ils assimilaient les bâtiments à des îles. Par la suite, ils se sont posé une question toute simple. Et si ces buildings étaient vraiment des îles, sans aucune connexion entre elles? Les occupants de ces immeubles pourraient ainsi être assimilés à des naufragés, prisonniers du lieu dans lequel ils se retrouvent isolés. Et c'est sur cette idée toute bête que la réalisation épouse parfaitement le scénario. Chaque île possède sa propre manière de survivre, ses propres règles.
La loi de la jungle du métro, la cohabitation pacifique des habitants d'un immeuble, l'église qui s'est transformée en garde-manger pour un ours, ou la guerre des clans entre les différents occupants d'un centre commercial. Ainsi, chaque île possède également sa propre manière d'être filmée. Pour exemple, le centre commercial qui nous gratifie d'un plan séquence bien jouissif, mettant tous nos sens en alerte pour un héros qui n'est pas Rambo et qui mente de se faire étriper à de nombreuses reprises. Enfin une scène d'action crédible. Le gars est quand même assez chanceux, faut bien l'admettre. Heureusement que son directeur est là pour lui sauver la mise. Et c'est une belle opportunité pour faire une transition sur son partenaire, ou tout du moins sur leur relation. Là encore, il y a un contexte à prendre en compte par rapport au moment où le scénario fut écrit. Croyez-moi, le choix de prendre un directeur des ressources humaines comme partenaire du héros est tout sauf anodin. Je crois que tu les fais flipper là. La crise économique connue à l'échelle mondiale a commencé à toucher l'Espagne pendant la phase de réécriture du film des frères Pastor. L'effondrement des marchés, l'augmentation du chômage, autant de phénomènes relayés de bout en blanc par les médias, et qui composaient le quotidien des frangins. Tout cela a fini par influencer leur phase de réécriture. Et la finalité s'est traduite dans le personnage d'Enrique. D'abord présenté comme le classique cliché du DRH qui licencie à tour de bras, une énorme nuance est apportée dans le personnage joué par José Coronado. L'apparition de ce virus d'agoraphobie agit pour lui comme une sorte de libération. Contrairement à Mark, la seule personne qui attend Enrique est son père, mourant et gisant à l'hôpital. La fatalité de la solitude est déjà présente avec ce contexte familial, et elle était même avant l'infection puisqu'il n'avait pas d'amis. Cette libération se ressent lors du dialogue dans l'église, où Enrique confie à Mark, sous le ton de l'humour, qu'il avait prévu de le virer, peu importe le résultat du travail de son employé. La frontière hiérarchique de leur travail se brise littéralement lors de cette séquence de dialogue, où l'on découvre un ancien DRH torturé par sa charge de travail et la solitude, mais dont l'arrivée de l'épidémie le transforme en un survivant pragmatique et intelligent, récoltant les pépins des aliments qu'il mange et découvrant les joies de la redevance avec son compagnon de voyage. Belle analyse. Tu as été psychologue avant l'apocalypse ? Mon frère l'était. Mais c'est sans importance. Bien entendu, tout ne s'est pas fait lors de la réécriture. À vrai dire, la grosse critique du film à l'égard de notre société était déjà présente lors des premières versions, et cela se ressent lors de nombreuses situations et par de nombreuses répliques. Mais avant d'énumérer tout cela, on va d'abord préciser quel est le vrai message du film. La plupart des gens qui regardent cette vidéo ont potentiellement déjà eu affaire à ce genre de réflexion. Va prendre l'air, arrête de passer autant de temps devant la console, les écrans te bousillent les yeux. Merci maman. C'est du vécu. Je pense qu'ils avaient capté. Il y a une perpétuelle critique de l'informatisation de notre mode de vie. Et cela se ressent à la fois par certains contextes de situations précises du film, mais également par certaines répliques. Pour faire simple, le film dénonce la même chose que nos darons, surtout pour nous, amis gamers. Arrêtez d'être devant vos écrans, sortez! Le choix même d'un adolescent comme première victime de cette crise d'agoraphobie n'est pas anodin. Encore une fois, attention, tendez l'oreille. Mes parents disent que je ne veux pas sortir de ma chambre. Mais ce n'est pas vrai. Officiellement dans le film, c'est la première victime du virus médiatisé dans Barcelone, même si pour les personnages, à ce moment-là, c'est juste un adolescent qui se suicide devant sa webcam. Beaucoup plus tard, à la fin du film, Enrique balance une réplique qui résume encore une fois à elle seule ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout ce temps. C'est mieux que de faire un infarctus tout seul devant la télé, non ? Accessoirement, vous noterez cette parfaite mise en abîme puisqu'il dit ses dernières paroles sur un fauteuil de cinéma, comme si les frères Pastor voulaient placer les spectateurs qui regardent ce film à la place d'Enrique. Et on ne change pas d'habitude, encore une fois, le DRH a une grande importance dans cette dénonciation de notre mode de vie. J'évoquais précédemment le fait que cette fin du monde agissait comme une libération pour son personnage en son fort intérieur. Mais en fait, cette libération va bien plus loin de ça. Elle ne se limite pas à son propre personnage. Et le paradoxe, c'est que c'est lui qui le dit texto dans le film. Il y a un an, si on nous avait dit qu'enfin il nous arriverait quelque chose d'intéressant. Cette allergie au monde est omniprésente dans la mise en scène du film, et cela par des actions qui semblent anodines au premier abord, mais qui ont des échos particuliers. Enrique qui retourne à un état de cueilleur en récoltant des pépins, Mark qui semble aussitôt retourner à un état de chasseur en tuant l'ours dans l'église avant de le manger, bref, un retour à une vie plus simple, nous forçant à quitter nos maisons qui nous protégeaient du monde extérieur, et où notre seul objectif est de survivre. Puis quand on voit tout le contexte instauré pour dénoncer nos vies passées devant notre ordinateur, on comprend tout de suite la libération que certaines personnes peuvent ressentir à l'arrivée de l'apocalypse. N'est-ce pas le message universel de tout film post-apocalyptique ? Un retour à la vie primitif, après une éventuelle apogée de l'ère numérique ? Exact, et les frères Pastor le disent eux-mêmes dans de multiples interviews. Une phrase notamment dévoile parfaitement le mode de pensée avec lequel ils ont écrit ce scénario. Le film parle de l'histoire de la quintessence de l'homme moderne qui apprécie et subit tous les pièges et névroses de notre style de vie contemporain.
qui est libéré par l'arrivée de l'apocalypse et retourne à un état plus simple et naturel. Cependant, il y a un dernier élément dont nous devons impérativement parler. La fin. Banderole, spoiler! Le message d'espoir et d'optimisme qu'elle délivre est en totale contradiction avec la vision pessimiste de leur premier long métrage. Et cet happy end paraît même un peu trop simple, surtout lors d'un premier visionnage. Voici une réaction typique qu'aurait une personne normale. Normale? C'est pas un peu réducteur? Voici une réaction typique qu'aurait une personne lambda en voyant ce final. Abruti. Mark, qui est dans l'immeuble en face du bâtiment du gynécologue, se retrouve par le plus grand des hasards en face de sa dulcinée. Les deux se voyant mutuellement par les fenêtres, hein. Tu parles d'une coïncidence, toi. Enrique dévoile ses dernières paroles et encourage Mark de traverser la rue en lui caressant la joue. Ce dernier prend son courage à deux mains, et malgré les nombreux vertiges dont il est victime, on sait pas trop comment il réussit à rejoindre sa belle. Alors que pourtant, on le voit bien s'effondrer sur le sol bien avant la porte, hein. Mais sur le plan suivant, il se trouve dans le bâtiment. Les joies du jump cut. On enchaîne ensuite les ellipses avec l'attouchement qui se passe miraculeusement bien, hein. C'est vrai qu'on a tous ça dans le sang de faire naître des nouveau-nés sans complications médicales. Ils réussissent à s'auto-alimenter pendant toute leur vie avec les pépins offerts généreusement par Enrique à sa mort, leur gamin se retrouve immunisé du virus, et des années plus tard, à l'adolescence, un autre groupe d'adolescents les rejoint et le gamin de Mark et de sa femme prend la décision de les suivre, afin de découvrir le monde extérieur. Et c'est sur ce plan final qu'on nous annonce un prochain teen movie survival. Une personne lambda, hein? Recadrons tout ça. Comme on l'a dit précédemment, cet happy end déborde d'espoir et d'optimisme. Là où Infecté traitait de la perte de l'humanité à cause de l'apocalypse, pour nos derniers jours, c'est l'apocalypse qui permet de recréer un monde meilleur, en prenant le pas sur une humanité ayant développé une allergie au monde extérieur. On peut reprendre une autre de leurs citations pour illustrer tout ça. Au lieu de s'adapter à l'environnement, on change celui-ci, pour qu'il s'adapte à nos besoins. Et progressivement, on devient moins résistant contre la planète. Et la naissance des petits qui sont immunisés contre le virus agit ainsi comme une nouvelle renaissance pour l'espèce humaine. Les petits héritent d'un monde sain, sans technologie, sans écran d'ordinateur, sans aucun élément nuisible. Ce film illustre ainsi une belle règle élémentaire de notre vie, dont nous devrions tous nous souvenir. Le fait que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais que nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry. T'es moins con que t'en as l'air. Pardon? Amis survivants, ceci était la dernière analyse de la saison 1. Il va falloir patienter un petit peu pour la saison 2, car les pellicules sont toutes très éloignées les unes des autres, et ça va demander du temps, et surtout de l'argent pour tout récupérer. D'ici là, restez en vie pour la suite de Post Pellicule.